Bienvenue à ce webinaire qui est le quatrième webinaire d'une série de plusieurs webinaires initiés par le FPM. Et ce webinaire va porter sur le secteur des assurances. Il sera question de voir l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur ce secteur, mais également les opportunités de développement. Avant de présenter les intervenants qui nous font l'honneur d'être avec nous, je vous propose de présenter tout d'abord l'hôte qui nous propose cette plateforme de choix, qui est le FPM. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le FPM est un fonds qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. Il vise à soutenir la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable en appuyant techniquement et financièrement les institutions financières qui ciblent en particulier les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les populations actives à faible revenu. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 en tant qu'association sans but lucratif de droit congolais. Et en 2014, le véhicule sœur, le FPM-SA, a été créé pour assurer également le refinancement des institutions financières, toujours en République démocratique du Congo. Ces deux entités sont, depuis lors, complémentaires. Le FPM-ASBL apporte une assistance technique aux institutions financières, offrant des produits et services financiers au MPME, et le FPMSA est dédié au refinancement des institutions financières. Les deux véhicules sont des entités légales différentes, chacune avec ses propres instances de gouvernance, mais partageant la même vision et la même mission. À présent, nous allons vous présenter les trois intervenants qui nous font le plaisir, qui nous honorent par leur présence. Nous allons tout d'abord commencer par Mami. Mami Kalonda est diplômée en économie financière de l'Université de Lubumbashi, ancien membre de la Harvard Business School, certifiée en opérations stratégiques, assortie d'un mini MBA, sans oublier un certificat de direction de l'école de Francfort, ainsi que d'un certificat de direction de Wharton et enfin un diplôme de l'American Bankers Association. Fort d'une expérience internationale en microfinance, en République démocratique du Congo, en Tanzanie, en Zambie et même en Ouganda, cette expérience est caractérisée par le développement de nouvelles structures, la croissance du portefeuille, la gestion de la liquidité, le transfert des fonds, les services bancaires mobiles, la gestion de crise, le recouvrement, la gestion des risques. Bref, vous constaterez donc que Mami est dotée d'une forte habileté dans le management, étant partie d'agent de crédit jusqu'à atteindre différents postes de direction. Elle est actuellement directrice générale de la FINCA RDC, la plus grande institution de microfinance en République démocratique du Congo, avec plus de 400 000 clients, plus de 1600 agents bancaires, 21 agences et plus de 600 employés. Mami, c'est un honneur, c'est un plaisir. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, merci. À présent, je vais vous présenter Serge Karen. Serge est détenteur d'un diplôme de baccalauréat en assurance, d'un master en sciences psychopédagogiques et d'un diplôme post-universitaire en administration et marketing. Son diplôme de psychopédagogie de l'Université de Mons traduit sa passion pour l'enseignement et les formations au sens large. Son DSA en marketing lui a été profitable afin de développer sa société d'assurance qui se situe actuellement dans le top 20 des bureaux de courtage en Belgique. Son graduat en assurance l'a permis d'avoir une base théorique du domaine de l'assurance. Serge Karen, membre du conseil d'administration du groupe des assureurs du conseil indépendant, et fondateur et dirigeant de la SPRL Assurance, Serge Karen. Il est également professeur de la Haute École EFEC en Belgique pour le graduat en assurance, mais également il est consultant expert
en assurance chez Crédassure and Consulting. Merci Serge d'être présent parmi nous et bienvenue. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, c'est un plaisir. À présent, nous allons présenter Patrice Boisbois. Patrice est diplômé en droit des assurances et en droit public de l'Université de Lille 2 en France. Il prépare un post-master en fiscalité internationale à l'ICHEC à Bruxelles. Après une riche carrière bancaire en tant que secrétaire général d'une banque et président de la commission juridique de l'Association congolaise des banques, Patrice est depuis mai 2019 directeur général adjoint de la SFA Congo et vice-président de l'association de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance, en formation bien entendu. Bonjour Patrice, merci d'avoir répondu présent et bienvenue dans ce panel. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde, c'est un plaisir, merci. Écoutez, à mes côtés, j'aurai le privilège de pouvoir co-animer finalement ce webinaire avec un membre de FPM ASBL. Il s'agit de Gabriel Ikamba. Mais qui est Gabriel? Gabriel est Senior Project Manager au FPM ASBL. Il est en charge du centre de compétences produits spécialisés. Gabriel est détenteur d'une licence en microfinance de l'Université protestante du Congo en partenariat avec la Frankfurt School of Finance and Management. Il cumule à ce jour 8 ans d'expérience en finance inclusive au sein du FPM ASBL, c'est-à-dire 1 an en tant qu'analyste financier chargé des investissements en dette, puis après 1 an comme chargé du suivi et évaluation des projets d'assistance technique et depuis près de 6 ans en tant que project manager sur des projets de conseil aux banques et institutions de microfinance dans des domaines variés. Par exemple, la gouvernance, la stratégie, la réorganisation, le développement des produits, la gestion financière et comptable, l'implémentation des MIS, la gestion des risques audit contrôle, la finance agricole, le financement des prêts aux micro, petites et moyennes entreprises, la finance numérique. Écoute Gabriel, je vais m'arrêter là et dire etc., etc. En bref, ce que vous devez retenir, c'est que Gabriel a conduit plus d'une vingtaine de missions de due diligence au sein des banques et institutions de microfinance. Je dis donc un grand bonjour à Gabriel et un grand merci de co-animer avec moi ce webinaire. Bonjour Alexandra, merci. Alors, à présent, je vais nous rappeler quelques règles incontournables. Pour les habitués, et on a plein, on a vu, d'habitués de ce webinaire, de cette plateforme, vous connaissez déjà ces règles. Pour que l'expérience soit impeccable, soit réussie, nous vous demandons de couper vos micros si ils n'ont pas systématiquement été coupés en entrant dans la salle virtuelle. Lorsque vous avez des questions à soumettre aux intervenants, nous vous encourageons à le faire non pas dans le chat, mais dans la rubrique, dans l'onglet Zoom Q&A ou Q&A qui se situe au fait devant vous lorsque vous regardez la barre d'outils. Il est mieux de pouvoir adresser directement la question à l'intervenant de votre choix. Cela va nous faciliter la récolte des questions. Vous avez une expérience à partager, vous voulez juste interagir avec nous ou simplement vous avez envie de pouvoir discuter avec les intervenants, la rubrique converser et chat est disponible. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Qu'est-ce que nous vous avons réservé ce matin? À notre bonne habitude, nous avons prévu 4 moments forts. Le premier moment fort sera ponctué par les interventions de nos 3 intervenants. Ensuite, nous vous donnerons la parole, vous nous soumettrez vos questions et les intervenants se prêteront au jeu du question-réponse. Ensuite, nous prendrons votre avis parce que pour nous, c'est important de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Et enfin, je laisserai la lourde tâche à Gabriel de pouvoir conclure ce webinaire, mais également la série de webinaires. Et c'est ainsi que nous allons nous séparer. Sans plus tarder, j'ai assez parlé. J'ai envie d'écouter les intervenants, mais avant cela, de vous écouter. Et pour ce faire,
Serge m'a confié une question à vous soumettre. Serge voudrait que je puisse vous demander ceci. Selon vous, la crise de la COVID-19 A n'aura aucun impact négatif sur le secteur de l'assurance. B permettra une augmentation des assurances IRD, donc incendie, auto-risque divers. C pourrait avoir un effet positif sur les assurances de prévoyance. Je vous propose sans plus tarder de lancer le sondage afin de vous permettre de répondre à Serge. Vous avez le sondage devant vous. Je vous encourage à y répondre. Ça permettra à Serge de pouvoir orienter son AA. Je n'ai même pas besoin. Ouh là là, ça monte. Donc, je vous encourage à répondre. Nous avons déjà 21% de personnes qui ont donné leur avis. N'oubliez pas, cette plateforme se veut interactive. Ce qui voudrait dire, nous parlons, nous diffusons du contenu, mais nous voulons également vous écouter. Donc, c'est important de pouvoir jouer au jeu, se prêter un petit peu à ces exercices et nous donner vos avis. Serge, il y a déjà 50% de personnes qui ont répondu, mais je pourrais même arrêter le sondage car la tendance, elle est claire. Je te réserve une petite surprise. Allez, 60%, je vous laisse encore, on va dire 30 secondes parce que la tendance, elle est déjà claire. Répondez s'il vous plaît. Nous sommes un peu plus de 80, donc ce serait intéressant quand même que nous ayons un peu plus de 60 réponses, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Serge, je vais te partager ces résultats. Eh bien, Serge, le public pense que la crise du Covid-19 pourrait avoir un effet positif sur les assurances de prévoyance. Serge, je sais que tu as préparé une belle intervention pour nos participants. Opportunité, défi du développement des assurances. Qu'as-tu à nous dire, Serge? À toi la parole. Je t'en. Merci Alexandra, mais bonjour à tous. Eh bien, oui, je partage votre avis. Les 70 et quelques pourcents qui trouvaient que l'assertion numéro 3 était l'assertion qui était la plus correcte, je partage cet avis. Et on va essayer de le voir ensemble de quelle manière. Alors, il faut savoir que toute crise est une source d'opportunité parce que toute crise fait naître un sentiment d'insécurité chez les gens. Toute crise a un aspect négatif sur les personnes et il est fort à parier que ces personnes ont envie, personnes ou entreprises d'ailleurs, ont envie de se protéger dorénavant contre ce qui leur est arrivé. Et on va voir ça un peu par trois exemples historiques. Premier exemple historique, sur le slide précédent, c'est le prêt à la grosse aventure. Le prêt à la grosse aventure, c'est l'ancêtre de l'assurance, où en Grèce antique, quand un commerçant affrétait un bateau et que ce bateau se voyait échouer, le commerçant était faillite. Eh bien, ces premières assurances avaient pour but d'épargner la faillite du commerçant. Donc, on voit déjà, crise égale opportunité d'assurance. Deuxième exemple historique, c'est l'incendie de Londres, où tous les historiens sont assez d'accord pour dire que c'est la naissance et le développement de l'assurance incendie. Cette grande incendie de Londres en 1666 a détruit à peu près un tiers de Londres, jetant des milliers de familles à la rue, n'ayant plus rien, ayant tout perdu. Et évidemment, de nouveau ici, on voit, crise, cet incendie, entraîne l'augmentation de la couverture de l'incendie, de l'assurance incendie. Troisièmement, plus proche de chez nous, et en Belgique en tout cas, un incendie dans un grand dancing d'Anvers, un incendie dans un grand cinéma de Bruxelles, le 30 juillet 1979, a rendu obligatoire la RC Objectif en Belgique. La RC Objectif, c'est quoi? C'est une assurance complémentaire à l'assurance incendie dans le but de couvrir de manière plus importante le risque de décès et le risque de dégâts corporels. Donc, on voit ici à nouveau qu'une crise, ces différents incendies, entraînent une opportunité d'assurance. Alors, au slide suivant, nous allons voir que l'économie mondiale était fortement impactée par cette crise du Covid.
Et certainement, le Congo était encore un peu plus impacté que le reste de l'Afrique subsaharienne, simplement parce que si on se réfère à l'administrateur de la Fédération des entreprises du Congo, ben, le Congo était plus impacté pour deux raisons majeures selon lui. Premièrement, ben, c'est que l'économie du Congo est fortement liée à l'extraction minérale. Évidemment, les matières premières sont les premiers domaines d'activité qui sont impactés en cas de crise. Deuxièmement aussi, ben, un partenaire important pour la RDC est la Chine. Et nous savons tous que la Chine, malheureusement, a été durement touchée et tout ce qui va être relié au commerce extérieur de la Chine va être impacté lié à cette crise. Donc, la RDC risque d'être un peu plus impactée. Mais par contre, source positive, nous voyons que 2020 est une année noire, mais 2021, nous revoyons une remontée, une croissance, et ça, c'est un facteur d'espoir. Alors, au slide suivant, je propose d'envisager un peu plus le secteur de l'assurance. Et on va distinguer les trois grands secteurs de l'assurance. L'assurance de choses. L'assurance de choses a pour but de couvrir une chose contre sa destruction. Pensons à l'assurance incendie, pensons à l'assurance auto. Eh bien, à mon avis, cette assurance de choses va être impactée de manière négative, malheureusement, suite à la crise. En effet, suite à la crise, ce n'est pas le moment où on investit pour de nouvelles maisons, ce n'est pas le moment où on investit pour une nouvelle voiture, ce n'est pas le moment où les entreprises investissent pour de nouveaux biens d'équipement. Et donc, cette assurance de choses vont être touchées par cette faiblesse d'investissement ou de renouvellement et donc de la valeur de la chose assurée. Deuxième grand secteur, l'assurance de la responsabilité. Mais là, je ne vois pas de gros impacts ni positifs ni négatifs. La responsabilité vis-à-vis des tiers, les risques d'erreur et de mise en œuvre de cette assurance sont identiques avant la période de crise, pendant la période de crise ou après la période de crise. Petit impact vraisemblable et il sera transitoire, ce seront le montant des primes perçues vont un peu diminuer, mais tout simplement parce que l'activité ayant diminué et que ces primes sont généralement basées sur le chiffre d'affaires des entreprises, ce chiffre d'affaires étant peut-être en baisse en 2020 suite à la crise, la prime va un peu diminuer. Même chose pour les assurances accidents de travail, c'est lié à la masse salariale. Mais quand il y a eu confinement, quand il y a eu mise en indisponibilité du personnel, il est vraisemblable que pendant une petite période, cette assurance va diminuer. Alors, allons plus en détail dans là où ce sont les sources d'opportunités, c'est nos assurances décès. Le coût du décès va impacter la famille. Et donc, il y a fort à parier que la population va être intéressée par cette assurance décès de manière plus importante. D'autant plus que l'assurance décès permet une avance, j'allais dire, avant terme. Et donc, ces assurances vie et ces assurances décès vont être importantes parce que ça va permettre de créer une sécurisation suite à la crise du Covid. Sécurisation en cas de décès, on a prévu les frais funéraires, on a prévu de ne plus rien rapporter à la famille suite au décès, et donc on a prévu de mettre sa famille à l'abri. Grâce à l'assurance épargne-pension, on a prévu l'indisponibilité économique que l'on pourrait avoir et donc on a gardé une épargne de sécurité. Mais les assurances crédit aussi, on a vu que l'année prochaine, lors de la fin de la crise, il va y avoir une grosse reprise de l'activité. Cette grosse reprise de l'activité va entraîner une augmentation de la demande de crédit et donc des assurances afférentes. Les assurances de soins de santé vont évidemment être plus importantes, la population étant sensibilisée par les coûts de santé du Covid, et donc il y a de fort à parier que ce secteur va augmenter. Les assurances frais funéraires pour les mêmes raisons. Les assurances annulation de voyage, nous en sommes la preuve. Nous nous voyons ici par téléconférence. Il est fort à parier que sans cette crise, on ne se serait rencontré de visu. Et donc, maintenant, il y a peut-être eu des organismes qui ont dû faire face à des frais d'annulation, des annulations de voyage, des annulations d'hôtels, etc. Ces assurances vont aussi avoir une part de sensibilité. Dernière chose, et c'est un peu à la périphérie de ça, c'est les assurances protection juridique. Cette insécurité va entraîner de la part des entreprises, de la part des personnes, des situations conflictuelles qui devront être réglées en justice avec tous les frais y afférents. Et donc,
je conclurai pour dire, ben voilà, on a vu ensemble qu'il y avait des sources d'opportunités. Ce ne sont jamais que des petites portes ouvertes. Il appartiendra aux grands représentants tels que l'ARCA, tels que le FPM, tels que l'Association des assureurs, tels que les grands assureurs présents en RDC, de voir ce qui se cache derrière la porte. Certains des conférenciers suivants font partie de ces choses-là, et donc je leur laisse directement la parole pour pouvoir par la suite développer de manière plus en détail. Je vous remercie à tous. Mais un tout grand merci à toi, Serge. C'était clair, précis, intéressant. Et donc, du coup, je pense que Gabriel a réservé quelques surprises pour toi. Je n'en dis pas plus. Gabriel. Oui, évidemment. Serge, il y a quelques participants qui ont des questions. Donc, la première question, c'est à quel type de couverture peut-on s'attendre avec une assurance pour les catastrophes naturelles? Alors, dans la couverture des catastrophes naturelles, de manière, j'allais dire, historique, on entend la couverture des tempêtes, des intempéries, etc. Évidemment, cette couverture qui doit être mise dans l'assurance incendie, qui est logiquement, généralement, un complément, voire dans certains cas un supplément de l'assurance incendie, n'a pas évidemment d'impact au niveau de la crise de la Covid. Maintenant, est-ce qu'il faut rajouter cette crise de la Covid, ce Covid, ces maladies aux catastrophes naturelles? Ça pourrait se faire, mais évidemment, je ne pense pas que ce serait pertinent de le faire dans ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire une augmentation de la couverture de l'incendie. Ça n'a pas beaucoup de sens d'aller dans ce sens-là. Et donc, selon moi, il n'y aurait pas d'impact à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu convenablement à la question? Est-ce qu'il y avait un sous-détail à devoir développer? Merci Serge, je crois que ça va aller. Je pense que je vais aller sur une deuxième question. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir quelles sont les opportunités que les assureurs en RDC peuvent tirer de la crise Covid et surtout quelles sont les stratégies efficaces à adopter. Alors, je pense que nous sommes au début, évidemment. Cette crise n'était connue de personne l'année passée avant qu'elle soit présente. Et donc, quelles sont les opportunités? On en a un peu développé vers la fin. Ce sont les portes qui s'ouvrent, c'est des opportunités parce que la population, c'est quand même la population, qu'elle soit les chefs d'entreprise, qu'elle soit le chef de ménage, c'est la population qui, par sa demande, va créer un succès au niveau de l'assurance incendie. Ce n'est pas la création d'un produit qui entraîne l'adhésion, c'est généralement une crainte dans le chef de la population qui va entraîner de la part de ces gens pour éviter de subir une deuxième fois le contre-coup de cette crise de la Covid, qui va susciter un désir de protection. Et je pense que là, nous avons des portes qui sont ouvertes. Maintenant, il faut développer évidemment ces portes de façon à adapter des prix, adapter des produits à la réalité du RDC. Ça, c'est évident que la demande commence peut-être à se faire jour, il y a un petit foisonnement de choses qui commencent à naître, il faut s'en saisir, mais il faut développer des produits qui puissent répondre à cette demande naissante. Merci Serge. Une troisième question, je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait savoir quelles sont les opportunités que le secteur bancaire peut avoir grâce au développement de l'assurance. Alors là, je ne ferai dans un premier temps pas de distinction entre la distribution de l'assurance par le secteur bancaire et la distribution de l'assurance vis-à-vis des autres canaux de distribution, le courtage, les agents, l'assurance en direct par informatique, etc. Je pense que pour ce que je vous ai dit à la question précédente, le foisonnement est là et il est là pour tout le monde, y compris pour le secteur bancaire. Une chose qui peut être intéressante pour le secteur bancaire, on l'a vu un peu dans le petit exposé, il pourrait y avoir une augmentation de la demande de crédit. La demande de crédit se faisant par le secteur bancaire. Et là, le secteur bancaire pourrait agir comme captif de la demande d'assurance. Que veux-je dire par là? C'est que la banque, à la base de la demande de crédit, peut tenter de garder le client pour lui faire souscrire une assurance crédit, une assurance décès, une solde restant due. Une fois que le client est là, voir si c'est un bien d'investissement, une tout risque pour le matériel informatique,
une assurance incendie s'il fallait développer un bâtiment, etc. Donc, je pense que le secteur bancaire a une opportunité. Le client est là pour autre chose, le crédit. Et tant qu'il est là, autant essayer de couvrir tant le crédit que la chose assurée grâce à son crédit. Il est là, il est captif de la banque peut en profiter. Bien, merci Serge. Avec plaisir. Gabriel? Alexandra, je te remets la parole. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à Gabriel. Merci à Serge. Nous ne nous arrêtons pas. L'aventure se poursuit. À présent, c'est Patrice qui m'a soumis quelques questions à vous poser. Patrice voudrait savoir comment vous percevez l'assurance dans le contexte de la crise de la COVID-19. Tout d'abord, est-ce que vous vous dites « je suis décidé à m'assurer pour mieux me protéger ou protéger mon activité » B, je souhaite identifier les produits d'assurance adaptés à mes besoins. C, je ressens le besoin de m'assurer, mais je trouve le coût des primes trop élevé. D, je ne ressens pas le besoin de m'assurer. Alors, pour vous permettre de pouvoir nous répondre, je vais afficher le sondage de Patrice et vous aurez la possibilité de pouvoir y répondre. Je vous en prie, ne soyez pas timide, vous pouvez y répondre. Alors, Patrice, d'entrée de jeu, je peux te dire qu'à 20%, c'est assez serré. Parce qu'on a vraiment, les 3 écoles qui se dessinent. Ah, il y en a une quand même qui est en train de pouvoir marquer un petit peu le sondage. Nous sommes à 50% de personnes qui ont voté. Nous vous encourageons à pouvoir répondre. Pourquoi? Lorsque vous nous donnez votre avis, ça permet à l'intervenant de répondre, mais en contextualisant sur base de votre ressenti. Ce panel, ce webinaire est pour vous, d'où l'intérêt de jouer le jeu et de nous permettre de pouvoir répondre au-delà des besoins que vous nous aviez déjà soumis au travers des différents mails que vous avez reçus, mais encore là maintenant. Alors, nous avons plus ou moins 70% de personnes qui ont répondu. La tendance, elle est claire, elle est dessinée. Donc, je vais clôturer le vote. Patrice, la majorité des personnes présentes souhaitent identifier les produits d'assurance adaptés à leurs besoins. Je pense que Patrice, tu as prévu de belles pistes et de beaux éléments pour eux. Impact de la crise sanitaire sur le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Patrice, donne-nous les effets, présente-nous les mesures ainsi que le plan de sortie de crise. À toi la parole, Patrice. Merci Alexandra. Le résultat de ce vote confirme donc l'intérêt du public pour l'assurance. Avant tout, je vais commencer par présenter d'abord l'état, le contexte du marché congolais, du marché des assurances au Congo. Parce que c'est important qu'on se replace dans ce contexte. Il ne faut pas oublier que ce pays a été sous monopole étatique pendant 52 ans. Nous n'avions qu'un seul assureur qui appartient d'ailleurs toujours à l'État. Ce n'est qu'en 2015 qu'un nouveau code des assurances a été promulgué et en 2019 que les premières sociétés, on va dire dans le contexte libéralisé, ont été mises en place. En tout cas, ont été agréées par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Donc, ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les premières sociétés libéralisées sont seulement à leur, on va dire, première année d'activité. Le marché actuel est donc composé de 8 sociétés dans la SFA, 7 courtiers et 2 réassureurs. Je le disais déjà, les agréments ont intervenu en 2019 et l'encaissement des primes actuelles se situe environ autour de 120 millions de dollars. Alors, le taux de pénétration par rapport à notre population est encore très faible. Je laisse découvrir les chiffres à travers les slides. Alors, quel est le bilan donc de ce marché? C'est-à-dire le marché d'aujourd'hui, 120 millions de dollars, mais le marché réel, c'est-à-dire si on doit intégrer toutes les primes qui ne sont pas encore intégrées dans le circuit formel, c'est évalué environ à 800 millions de dollars. Et le marché potentiel, c'est-à-dire si on atteint vraiment une réelle production avec des produits d'assurance nouveaux, avec une réelle culture d'assurance qui va se mettre en place dans le pays, il faudra compter autour de 1,5 milliard de dollars. Maintenant, je vais passer aux effets de la crise pour rentrer vraiment dans le vif du sujet.
Cette crise a causé un préjudice certain à l'économie de manière générale et aussi a eu des impacts sur l'assurance. Les mesures de confinement de la commune de Gombe, qui est le centre des affaires ici à Kinshasa, l'isolement de Kinshasa vis-à-vis des autres provinces, qui étaient des mesures importantes pour lutter contre la propagation du virus, mais qui ont eu également des effets sur l'économie. Il y a eu une baisse d'activité de manière générale, qui s'est traduite également par une baisse d'activité de nos clients, donc une baisse de souscription. Et puis la COVID-19 a eu un impact sur les budgets des entreprises, mais aussi des ménages, si bien que l'assurance aujourd'hui, la prime d'assurance est considérée comme une charge importante, aussi bien par les entreprises que par les ménages, donc forcément on l'a ressenti. D'un point de vue du déploiement aussi des sociétés d'assurance, puisque je le disais, nous avons commencé en 2019, l'idée c'était de se répandre à travers les autres provinces pour ne pas demeurer seulement à Kinshasa, mais tout ça a été ralenti également à cause justement des mesures qui étaient prises pour lutter contre la Covid. Mais je veux nuancer mon propos en disant que la Covid a eu certes des effets négatifs sur l'économie et sur l'assurance, mais comme le disait Serge, toute crise a aussi un côté opportunité à saisir. Et je pense qu'en matière d'assurance, on peut constater que l'impact a été négatif ou positif selon les branches. Je veux dire, les branches qui ont été le plus impactées par la Covid, ce sont les branches des assurances de choses, par exemple. Il y a eu moins de souscriptions au niveau des assurances incendie, un peu moins, beaucoup moins même en assurance automobile, parce que si les gens ne circulent pas, ils ne voient pas l'intérêt de renouveler leurs assurances. Mais la crise a également amené un réflexe d'autoprotection chez les personnes, si bien que les assurés se sont plus orientés vers des assurances telles que l'assurance santé. Il y a eu beaucoup d'engouement là-dessus. Et également des assurances liées, par exemple, contre les violences politiques qui couvrent contre les risques de pillage, ce genre de choses. Donc, les effets sont à nuancer et à analyser vraiment branche par branche pour en ressentir une analyse, un résultat en tout cas pertinent. On va le voir dans le slide suivant. Il y a les mesures maintenant qui sont prises au niveau des sociétés d'assurance et également au niveau du marché de manière générale. C'est de mettre un accent d'abord sur les assurances obligatoires. Parce que le nouveau Code des assurances a l'avantage d'avoir instauré un certain nombre d'assurances obligatoires en matière de responsabilité civile automobile, par exemple, en matière de responsabilité civile des transporteurs, les assurances des risques de construction. On sait comment le nombre d'immeubles qui sortent de terre à Kinshasa, il est très important de rappeler au public que ce type d'opérations immobilières sont, d'après la loi en tout cas, sont soumises à l'obligation de souscrire à des assurances. L'assurance incendie pour les entreprises, les assurances importation et j'en passe. Parmi les mesures durant la crise de Covid, il y a également l'innovation technologique qui a beaucoup joué et qui nous a permis de garder contact avec les assurés. Et je pense que c'est un mouvement qui doit être perpétué parce qu'aujourd'hui, la Covid nous a au moins enseigné qu'on pouvait continuer à travailler même à distance à travers des outils digitaux tels que les applications mobiles. Je donne un exemple, celui de la SFA qui permet de faire des déclarations de sinistre et de suivre son dossier de sinistre directement à travers son téléphone. C'est une application qui est téléchargeable sur le site. Et également, dans la même application, on peut retrouver une présentation des garanties offertes par produit. Donc ça participe également à la vulgarisation hein, parce que le public peut, en allant sur cette application, voir un peu qu'est-ce que chaque produit offre comme garantie, ainsi de suite. Et également la possibilité également de souscrire à certaines assurances à travers les canaux digitaux. On verra donc dans le slide suivant quel est le plan de sortie de crise finalement. Parce que oui, la COVID-19 a impacté le secteur, a impacté l'économie, mais maintenant il faut réfléchir à ce que nous devons faire pour consolider nos positions et également s'en sortir plus aguerris, on va dire. Je pense que, premièrement, il faut lutter contre l'évasion des primes. Je disais le gap qu'il y a entre la situation, la collecte des primes actuelles, 120 millions, et la situation réelle, mais peut-être non connue, est d'environ 700 millions de dollars. Il faut trouver le moyen de ramener ces 700 millions de dollars dans les compagnies d'assurance qui sont agréées par l'ARCA. Et pour ça, il faut simplement l'application stricte de l'article 286 du Code des assurances qui dit qu'on ne peut pas souscrire une assurance directe à l'étranger sans passer
par une compagnie d'assurance agréée au Congo. Et il y a des sanctions qui sont prévues là-dessus. Pour voir l'article 445 du Code des assurances, je pense, c'est que 50% de la prime est payée à titre d'amende et en cas de récidive, 100%. Il faut également miser sur la sensibilisation du public. Ça, c'est très important parce que je pense que l'intérêt de l'assurance, elle est comprise par tout le monde. Tout le monde sait qu'il a besoin d'une assurance, tout le monde a besoin de se protéger et de s'appuyer sur un assureur. Mais simplement, peut-être les mauvaises expériences du passé ou pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas encore l'engouement qu'on souhaite. Donc, pour cela, il faut rassurer le public, aller vers le public, faire des actions de vulgarisation, de sensibilisation, aussi bien au niveau de l'association congolaise des sociétés d'assurance qu'au niveau des opérateurs eux-mêmes et aussi au niveau de l'État, pourquoi pas tous ensemble d'ailleurs, avec des institutions comme le FPM également qui peuvent nous aider dans ce sens. Je pense aussi qu'il faut commencer à regarder comment distribuer nos produits de manière plus efficace. Et pour ça, je pense qu'il est important de mettre en place des mécanismes de collaboration entre les acteurs de l'écosystème de l'assurance. Donc, je cite les banques, les IMF, les sociétés d'assurance, les courtiers, ainsi de suite. Voir comment nous pouvons ensemble mutualiser nos forces pour développer la banque assurance, par exemple. Vous savez, les assureurs sont très récents sur le marché, alors que les banques ont déjà réussi en tout cas à consolider leur position et sont plus en contact avec la clientèle. Donc, le réseau bancaire et des IMF peut servir aux assurances pour commercialiser également nos produits. C'est important d'avoir ce genre de collaboration. Les assurances inclusives également, c'est-à-dire des assurances vraiment qui vont être accessibles à la population, à tous les budgets, c'est-à-dire développer la micro-assurance et puis également les assurances emprunteurs, parce que pour relancer l'économie, il va falloir à un moment relancer la production, relancer l'entrepreneuriat, mais pour ça, il faut des financements. Et ces financements, en général, parfois ne viennent pas toujours parce que le banquier se pose la question, quelle est la sécurité finalement qu'il va accoler à son opération de crédit, et l'assurance est une réponse la mieux adaptée à cette problématique. Merci. Mais en tout cas, merci à toi, Patrice. Mais je pense que, comme pour Serge, Gabriel a certainement besoin de toi. Je t'en prie, Gabriel. Oui, Patrice, en tant que professionnel du secteur, il y a un participant, je dirais un participant assez pessimiste, qui aimerait savoir, en rapport avec la mentalité des Congolais et selon nos réalités, est-ce que le secteur de l'assurance a de l'avenir? Ouais, c'est une très bonne question. Je ne la prends pas comme une question pessimiste, simplement, il se la pose, il a raison. C'est que le secteur a beaucoup d'avenir, je pense. Nous sommes un pays, il ne faut pas l'oublier, il y a 85 millions d'âmes au Congo. On est en train de partir, les experts vous disent qu'on sera à 100 millions peut-être dans les 20 ans qui viennent. Nous sommes un pays qui a 9 voisins, donc les échanges économiques avec ses voisins sont multiples. Nous sommes un pays qui est à reconstruire presque entièrement. Donc, ça veut dire que toutes ces interactions humaines, tous ces projets, tous ces investissements vont nécessiter des assurances et je pense que l'assurance a beaucoup d'avenir dans ce pays. Mais pour être plus précis avec la question de notre participant, ce que je pourrais dire, c'est que c'est la responsabilité aussi des compagnies d'assurance de donner une expérience client positive. Donc, il faut vraiment que les clients qui font confiance aux assureurs actuels puissent sortir de cette relation avec une expérience positive. Et ce n'est que par ces témoignages que ça permettra également d'attirer le plus de public vers nous. Voilà. Merci, Patrice. Une deuxième question. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir sur quel modèle actuariel reposent les produits d'assurance en RDC. Ah, c'est une très bonne question. Vous savez, la RDC a la particularité, encore pour le moment, mais ça, je suis sûr que ça va changer très vite, de ne pas avoir de statistiques à jour dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est très difficile pour un assureur de mettre en place des analyses actuarielles précises. Donc, pour combler cette carence, que la plupart des assureurs font, c'est qu'ils se basent sur les statistiques des pays voisins, en général qui ont les mêmes réalités sociales que nous, les mêmes types de comportements, et également sur les statistiques du marché d'avant la libéralisation. Du moins pour celles qui étaient disponibles, les statistiques sinistres de l'opérateur étatique et également des courtiers qui étaient là avant. Ça sert également à faire des études actuarielles.
D'accord. Peut-être une dernière question pour Patrice. Mhm. En fait, il y a quelqu'un qui aimerait savoir quels sont les mécanismes mis en place pour la prise en compte des risques liés à la crise Covid. Ah, c'est une bonne question, mais je pense que la crise Covid, les risques liés à la crise Covid sont multiformes. On l'a vu, c'est que c'est une pandémie qui arrive, mais qui a des effets aussi bien sur la santé des personnes, mais également sur l'économie, également sur un ensemble de choses finalement. Et je pense que si je dois vraiment me focaliser sur l'aspect purement économique et assurance, il faut soutenir l'entrepreneuriat parce qu'il faut vraiment que le gouvernement, et ils sont en train de le faire également, je pense, mettent en place des mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat pour relancer l'économie finalement. Et donc, c'est-à-dire ce risque d'arrêt d'activité économique va être estompé s'il y a des mécanismes de soutien, s'il y a des mécanismes, on va dire des modes alternatifs de financement. Il faut commencer à voir autre chose qu'il y a aujourd'hui. Essayer d'explorer des modes de financement à travers les blockchains, par exemple, à travers les private equity. Il faut commencer à diversifier tout ça et également renforcer la solidité des compagnies d'assurance et des banques pour avoir un système financier qui est solide et qui est capable d'accompagner cette reprise. Très bien, merci Patrice. Alexandra, je te laisse continuer. Ben, merci à vous deux, c'était vraiment intéressant. Écoutez, le webinaire se déroule très bien jusqu'à présent. Nous avons Serge qui nous a mis en évidence les défis, mais surtout les opportunités du secteur des assurances. Patrice qui vient de nous contextualiser cette notion d'assurance en partant sur un historique et en mettant en avant les effets, les mesures et le plan de sortie de crise. À présent, comme j'aime à le dire, nous passons aux pratico-pratiques. Nous avons Mamie qui va nous présenter le modèle de partenariat Finca-Rossure. Mamie, je n'en dis pas plus, on t'écoute et on a hâte de savoir ce que tu nous... Bonjour à tous, c'est un plaisir. Je vais commencer par ce que M. Patrice venait de dire, mutualiser les secteurs, créer un écosystème financier. Et là, la pratique Finca-Rossure, c'est au fait commencer par créer cet écosystème. Nous avons commencé par avoir 3 acteurs. Vous voyez déjà que c'est un système, c'est une synergie entre Rossure Life, Finca RDC SA, qui est les souscripteurs, et les clients Finca qui en est l'assuré et les bénéficiaires. Donc, cette synergie est vraiment importante et nécessaire pour la création de la confiance dans les secteurs de l'assurance. Parce que j'ai vu certaines personnes poser les questions sur est-ce que nous pouvons vraiment faire confiance et nous assurer. J'ai dit oui, cette synergie est importante parce que ça va nous permettre de créer cet écosystème et ainsi créer cette confiance. Sur le slide qui suit, Finca a opté d'aller avec cette synergie parce que nous avons un objectif stratégique. En tant que Finca, notre mission est de répondre à l'aspect social de notre clientèle. Vu notre mission sociale, nous nous sommes dit pourquoi pas ces partenariats. Ces partenariats offrent une opportunité de démontrer et de promouvoir l'assurance dans notre pays. Ces partenariats redorent l'image des assurances en RDC. Ces partenariats vont aider Finca à réduire les risques, mais aussi et surtout les clients et sa famille. Et voilà, on s'est dit, on y va. On y va avec quoi? Avec 2 produits d'abord. Nous allons commencer avec 2 produits. Le premier, c'est l'assurance solde restant due. C'est un instrument de soutien aux familles de nos clients ayant perdu un proche et ses proches. C'est un client Finca qui a un crédit avec Finca RDC. Cette assurance solde restant due va épargner la famille du défunt de la charge de rembourser les crédits contractés. Donc, au lieu que Finca cherche le responsable de la famille pour lui dire, bon, nous sommes désolés, nous comprenons, mais votre frère a un crédit, il doit rembourser, mais nous allons partir avec sourire pour dire à la famille, ne vous inquiétez pas, votre frère, votre sœur était assuré et l'assurance va prendre en charge. L'autre type d'assurance, c'est l'assurance Kimia Famille. Comme l'indique le nom, donc Kimia,
famille. Donc, ça prend en charge toute la famille. Tous les clients Finca sont éligibles et nous demandons aux clients seulement de souscrire à cette assurance. Et l'assurance prime, c'est une prime de risque à la mort du client, son conjoint ou encore les dépendants. Et cette assurance est pour alléger les dépenses occasionnées par les décès d'un des membres de la famille. Donc, le slide suivant nous montre comment est-ce que ça marche. Pour le solde restant dû, il a un caractère obligatoire. Donc, tout client qui a un crédit Finca, dorénavant, va souscrire à l'assurance solde restant dû. Il faut être majeur et il faut avoir 70 ans révolus à la date de la dernière échéance du crédit. Pas de la souscription ou de l'octroi de crédit, mais à l'échéance du crédit. Cette police couvre le remboursement du capital restant dû à la date du décès de l'assuré et prend en charge un retard de plus ou moins 3 mensualités. Donc, il était malade pendant 2 mois, il n'a pas pu payer. L'assurance dit, OK, pendant 3 mensualités, je peux couvrir le solde restant dû. Et au décès de notre client, nous allons déclarer en soumettant les documents qui démontrent, qui prouvent réellement que le client est parti. Et là, l'assurance, dans un délai d'1 semaine, va procéder au paiement à la famille du défunt. Au slide suivant, nous avons l'assurance Kimia Famille. Voilà, Kimia. C'est vraiment une offre spéciale, offre exceptionnelle en faveur de notre clientèle épargnante. La particularité de cette assurance, c'est que les clients épargnants peuvent assurer un capital maximum jusqu'à 4 000 $. Donc, tu peux assurer même ton 5 $ que tu épargnes avec Finca. Tu peux assurer même ton 10 $ que tu épargnes avec Finca. Cette assurance garantit ainsi les paiements d'un certain pourcentage du capital assuré en cas de décès d'un assuré. Donc, si c'est le client lui-même qui meurt, 100% sera payé à la famille. Si c'est le conjoint, 75% sera payé au client. Mais si c'est l'enfant qui est en charge, là, c'est 35% qui sera payé. Vous voyez, c'est vraiment le Kimia. Ça vient vraiment apporter un support à la famille. Et donc, les soldes restants dus, la déclaration, c'est pareil. Pour le Kimia et soldes restants dus, il faut déclarer pour confirmer réellement la personne est morte et on dépose toute la documentation et 1 semaine maximum après cette déclaration, l'assureur assure que le remboursement et Finca travaille vraiment avec l'assureur pour confirmer que cette assurance soit payée parce qu'on a vu tout le monde doute un peu, on dit bon, on mutualise les forces et on s'assure que cette assurance soit payée et dans le temps. Voilà en quelques lignes l'expérience Finca Rausur et bien sûr notre clientèle qui fait confiance à Finca et nous savons que cette expérience va servir de guide à toutes les IMF, en tout cas à toutes les institutions financières. Monsieur Bois l'a bien dit, il faut un écosystème. Donc, nous avons besoin des partenaires, les institutions de microfinance, les banques, les assureurs, et ensemble, si nous travaillons en synergie et toujours en nous assurant que l'assuré, le bénéficiaire, en cas de problème, qu'il soit réellement payé, nous allons redorer cette image. Il y a beaucoup, je pense que nous pouvons faire mieux, même plus que ceux qui ont commencé avant nous, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en RDC. Merci. Bien, merci à toi, Mamie. Je pense que tu te doutes de ce qui va se passer maintenant. Gabriel, je te propose de pouvoir soumettre Mamie au même exercice que les précédents intervenants. Oui, merci Alexandra. Alors, Mamie, il y a un participant qui aimerait savoir quel était le processus d'implémentation et quels sont les prérequis avant de lancer un partenariat avec une société d'assurance. Je vais commencer par le prérequis. Le prérequis, c'est qu'il faut vous assurer d'abord que vous êtes en mesure de le faire. Vous êtes en mesure de communiquer, d'attirer
les personnes, parce que c'est une synergie qui demande plusieurs participants. Donc, il faut que les participants soient là et tracer vraiment le chemin pour permettre à ce que cette synergie fonctionne. Dans le prérequis, les parties doivent s'entendre. On doit parler le même langage et les deux parties ou bien les trois parties doivent vraiment s'ouvrir et dire clairement c'est à quoi chacune des parties s'attend à avoir avec ces partenariats. Et cette synergie permet ainsi d'aller vers le marché. Et ce que nous avons fait pour trouver cette synergie, Finca, c'est une institution qui fonctionne dans plus de 20 pays dans le monde. Et la RDC a été dernière en liste sur le filiale de Finca à ne pas avoir ce type d'assurance. Et donc, quand nous avons vu le marché ouvert, on s'est dit c'est vraiment une opportunité et nous sommes allés vers le partenaire. Évidemment, à cette époque, il n'y en avait que 4. Et nous avons vu le partenaire qui a proposé ce qui pouvait vraiment garantir à Finca qu'une fois lancé, nous n'allons pas détruire la confiance de notre clientèle, mais plutôt construire cette confiance pour permettre aux Congolais d'accepter l'assurance en RDC. Oui, merci. Toujours dans le même sens, il y a un participant qui aimerait savoir quelles sont les opportunités pour une IMF, comme la vôtre en tout cas, puisse commercialiser les produits d'assurance, comme vous le faites. En tout cas, les opportunités sont énormes. Vous vous rendez compte, un client, on lui dit, le fait seulement que tu épargnes, si tu souscris en cas de problème, non seulement pour toi en tant que client, mais pour le conjoint, pour le dépendant, il y aura une couverture qui va quand même venir te soulager. Au lieu que tu commences à demander aux membres de famille, j'ai perdu mon enfant en cotisation, mais il y a l'assureur qui est là pour toi. C'est déjà une grande opportunité. Du point de vue crédit, on a plus de 17 ans en RDC. Et vous savez quoi? Au décès de clients, c'est que nous devions faire, moi je me rappelle quand ça m'est arrivé pour la première fois, le client est mort et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les crédits? Et le collègue dit, non, allons juste acheter notre gerbe de fleurs et quand nous allons partir déposer, c'est vraiment ennuyant. Mais avec l'assurance, ça ne va plus exister. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. C'est même le marketing, c'est même la visibilité. Oui, merci beaucoup, Mamie. En tout cas, ça sera à toi, Alexandra. Impeccable. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ces différentes séquences qui ont suivi les interventions parce que fondamentalement, elles nous ont déjà mis dans le bain. Et comme vous avez dit, cette plateforme se veut interactive. Donc, on ne voulait pas attendre la fin des interventions pour déjà vous donner la parole, mais c'est le moment privilégié. Nous avons sélectionné d'autres questions et à présent, la partie questions-réponses est officiellement ouverte. Je vais donc commencer par poser mes questions aux intervenants. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. La première question va être dirigée vers Serge. Serge, dans quel type de couverture devraient être liés les aléas tels que la Covid causant des fortes pertes d'exploitation? Je reprends. Dans quel type de couverture devraient être liés des aléas tels que la Covid qui causent des fortes pertes d'exploitation? Oui, merci. Je pense que la réponse est dans la question quasi. Il existe des assurances qui s'appellent des assurances perte d'exploitation. Alors déjà, retraçons peut-être, l'assurance perte d'exploitation, c'est quoi? C'est quand vient un péril couvert qui entraîne une diminution du chiffre d'affaires, une perte d'exploitation. Elle doit être prouvée, évidemment. Donc, on va regarder quels étaient les résultats financiers à la période précédente ou l'année précédente à la même période pour les activités saisonnières. On va voir si effectivement il y a une perte d'exploitation. Et il suffirait de rajouter, c'est pas si simple que ça, mais il suffirait de rajouter ce genre de péril, hein, les crises sanitaires par exemple, au péril couvert, et on entraînerait directement la couverture perte d'exploitation selon le mécanisme classique de la couverture perte d'exploitation.
Je dis c'est pas si simple parce qu'évidemment, plus on augmente la capacité de couverture, les risques couverts, mais plus l'assurance va coûter cher, plus les réassureurs vont être inquiets et risquent d'augmenter le coût de la réassurance, rendant peut-être moins attractif cette couverture. Donc c'est un équilibre à faire entre le risque que l'on veut couvrir et le coût de commercialisation de la couverture. Ok, merci beaucoup Serge. Ma deuxième question s'adresse à Patrice. Patrice, un intervenant écrit ceci. Enfin, un intervenant, mon Dieu, un participant. Vous avez parlé du volume potentiel de primes attendues qui ne reflète-t-il pas une réelle difficulté des sociétés d'assurance congolaises d'indemniser des gros risques qui surviendraient dans le pays en cas de grande catastrophe? Il faudrait que tu puisses démuter ton micro, s'il te plaît. Oui, excusez-moi, j'étais dans la spontanéité un peu trop rapidement. Non, il n'y a pas comme telle de difficulté de la part des sociétés d'assurance congolaises à indemniser des sinistres. Les sociétés congolaises sont en mesure d'indemniser les sinistres parce qu'elles ont toutes des réassureurs de premier ordre. L'exemple de la SFA, c'est que nous avons un réassureur mondial tel que la SCOR, qui est le 4e mondial, donc avec lequel nous partageons des risques qui nous réassurent. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de l'indemnisation des sinistres. Maintenant, si c'est des sinistres qui sont dus à une pandémie, par exemple, comme la COVID-19, puisque c'est ça le sujet, une pandémie, c'est donc une épidémie qui se déclenche dans le monde entier et qui cause des contaminations dans tous les sens. Ce sont des risques qui ne sont pas couverts par les traités de réassurance. Et même dans des pays plus développés que les nôtres, ce sont des risques qui ne sont pas couverts. Et donc, les pertes d'exploitation qui sont dues à la survenance d'une pandémie ne sont malheureusement pas des risques couverts. Ils sont exclus des traités. Maintenant, pour ce qui est de la capacité des compagnies d'assurance congolaises à assurer les risques, je pense que, comme je l'ai dit, les réassureurs derrière permettent également de garantir notre efficacité opérationnelle. Merci beaucoup, Patrice. Mamie, j'ai un confrère à toi qui marque ceci. Quelle a été la première réaction des clients de Finca lorsqu'on leur a parlé de ces produits d'assurance que tu as présentés tout à l'heure? Je pense jusque-là, il y a les gens qui se disent, bon, on va voir. Est-ce que ça va fonctionner? Mais la chance qui est de notre côté, c'est que les clients connaissent déjà Finca. Les clients travaillent avec Finca pendant longtemps et tout ce que Finca offre comme produit à sa clientèle, c'est un produit qui vient soulager les clients. Et du coup, à chaque fois que les clients viennent avec une inquiétude, nous sommes en mesure de parler à notre clientèle et de lui expliquer les bien fondés. Bien sûr que pour commencer, ça va être difficile, il y aura toujours des doutes. Ils viennent parce que Finca assure, mais avec le paiement de primes, des indemnités, les gens vont comprendre. C'était comme ça au début de la microfinance. Je me rappelle vers 2003, c'était pareil, c'était des doutes. On appelait toute microfinance Bindo, Bouma. Mais pour le moment, les gens comprennent. Quand j'ai besoin d'argent, je peux aller à Finca et je vais avoir l'argent. Donc, ça sera pareil aussi. Très bien. En tout cas, c'est optimiste comme message. Je pense que ça encourage. Serge, me voici de retour. Une question pour toi. Un participant voudrait savoir quelle différence existe entre la société d'assurance, le courtier et le réassureur. C'est quoi la différence exacte entre ces trois dénominations? Alors, je vais essayer de le prendre dans l'ordre de la question, hein. L'assureur, c'est celui-là qui va couvrir le risque. Il va payer l'indemnité d'assurance lorsque le sinistre survient. Mais malheureusement, il est limité par ses capacités financières. Et donc, il se fait couvrir lui-même lorsque le risque, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais lorsque le risque dépasse ses capacités ou son désir de capacité de couverture, il va trouver un autre partenaire, le réassureur, qui va payer avec lui. Ça peut être le cas lorsque le montant assuré à couvrir est trop important. Il se dit, si le péril survient, je suis ruiné. Donc, je dois me faire épauler par un autre partenaire qui va m'aider en cas de survenance du sinistre.
ou parfois dans la crise de la Covid, parce que le nombre de sinistres risque d'être tellement important, si on couvrait la Covid pour quelque chose, ce qui n'est généralement pas le cas dans les traités, eh bien, il se dit que le risque de survenance de sinistre est tellement important, que ça va tellement m'impacter au niveau économique, que je vais devoir avoir l'aide d'un réassureur. Le courtier là-dedans, il n'a rien à voir dans ce jeu-là. Le courtier, c'est le partenaire entre le client et la compagnie d'assurance. Donc, le client ne s'adresse généralement pas directement à la compagnie d'assurance, qui est trop importante pour lui, trop centralisée. Le courtier est là pour aider le client à trouver le meilleur produit d'assurance, à trouver la meilleure solution d'assurance et la proposer à un assureur. Après ça, l'assureur va l'accepter, le refuser, va le réassurer, pas le réassurer. Est-ce que j'ai répondu complètement à la question de l'intervenant? Impeccable. Très clair, en tout cas à mon sens, et je pense que le participant a obtenu une réponse. Merci à toi. Patrice, en nous parlant d'applications mobiles, tu te doutais bien que tu allais soulever des questions, des préoccupations et peut-être même un besoin d'éclaircissement. Il y a un participant qui voudrait savoir quelles sont les opportunités pour les insurtech après la crise Covid-19 en République démocratique du Congo. Non, mais je pense que les opportunités pour les acteurs de l'insurtech sont multiples. Et j'ai envie de dire, elles sont à l'infini. Parce que le monde, comme la RDC, comme le secteur des assurances, est sujet à une transition numérique et digitale qui ne va pas s'arrêter d'aussitôt. Donc, ce sont des opportunités vraiment multiples. Je pense qu'il est important pour les acteurs de l'insurtech, c'est-à-dire tous les développeurs informatiques qui sont en mesure de mettre en place des applications, des sites Internet qui pourront permettre aux assureurs d'atteindre le client sans avoir forcément un contact physique avec, sont les bienvenus pour se rapprocher de nous, avoir des discussions avec eux. Je pense qu'il est important de créer une sorte comme ça de tripartite entre les développeurs informatiques, le monde de la téléphonie, c'est-à-dire les télécoms actuels qui ont aussi un taux de pénétration assez important vers la population, le nombre de personnes qui utilisent le smartphone dans ce pays, le nombre de jeunes, nous sommes une population majoritairement jeune, c'est assez important et c'est une opportunité pour les assurances de commencer à s'inviter également dans les téléphones des Congolais. Clairement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, vous avez écouté, n'hésitez pas, il y a carrément des opportunités pour les insurtech. Alors, Mamie, j'ai une question pour toi. Est-ce que le produit Kimia, famille, rencontre un succès? Car l'assurance non obligatoire est souvent difficile à commercialiser auprès des clients de microfinance. Mamie, on veut savoir comment ça se passe. Dis-nous tout. C'est un début. Nous venons de commencer avec le partenariat. Mais nous avons la ferme assurance que ça va être accepté. Et ces caractères obligatoires, au fait, c'est ce que nous avons. On a surtout pour nous qui avons vécu longtemps au Congo, c'est ça, ce qui se trouve dans notre tête, qu'il faut que ça soit obligatoire pour que je le fasse. Mais je pense qu'il est temps pour nous, en tant que société financière, de commencer à éduquer aussi, et à nous éduquer aussi nous-mêmes, parce que même le véhicule, on s'est dit, quand je paye l'assurance automobile, c'est juste une obligation, mais je dois payer parce qu'en cas d'accident, je ne fais pas d'accident chaque jour, mais quand cela arrive, et ça sera vraiment une bonne chose pour moi. Je pense qu'avec le paiement des sinistres, les gens vont comprendre que c'est vraiment important de le faire et ce n'est pas nécessaire d'y aller avec les caractères obligatoires. Par contre, ce qui est accepté de manière volontaire dure. Parce que ça vient vraiment de la personne et la personne réfléchit avant de prendre une décision. Tout à l'heure, les sondages, nous sommes partis avec « je veux un produit qui répond à mes besoins ». Donc, si la personne y souscrit librement, c'est-à-dire ces produits répondent à ses besoins. Et ces produits auront longue vie. Très bien. En tout cas, un tout grand merci pour cette réponse. Je pense que quelque part, il est trop tôt pour déterminer succès, je pense, de ce que tu nous dis. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un message d'espoir. Il faut y aller, mettre déjà le premier pas sur la marche de l'escalier et avancer. Rome ne s'est pas construit en un jour. Patrice, comment avoir la garantie d'être indemnisé en cas de sinistre?
ton micro, ta spontanéité, Patrice. Elle me précède toujours. Hein. Exactement, vas-y. Bon, je crois que je vais y faire. Non, je pense que déjà le Code des assurances organise les exigences qui sont à charge des assureurs en matière d'indemnisation des sinistres. C'est-à-dire qu'un assureur qui a reçu la prime et qui délivre une attestation d'assurance à son assuré, ce n'est pas juste un papier qu'on vend qui n'a aucune valeur. Non, ce papier, derrière, il y a une garantie que lorsque vous allez être confronté à un sinistre qui est couvert par cette attestation d'assurance, l'assureur sera dans l'obligation de vous indemniser. Hein, mais il y a quand même des règles à suivre. La première règle, c'est que la déclaration des sinistres doit être faite dans les délais. Je vous donne un exemple, vous avez un accident aujourd'hui, si vous venez voir l'assureur dans 3 mois pour lui déclarer votre accident, il y a très peu de chances que ça passe. Il faut respecter les délais de déclaration de sinistre qui sont de 8 jours. À ce moment-là, l'assureur commence à récolter tous les éléments requis pour le traitement de votre dossier et puis l'assureur également dispose d'un certain délai pour vous indemniser. Et c'est important de dire, pour susciter la confiance du public dans le nouveau système d'assurance qui est mis en place dans notre pays, c'est que nous avons une autorité de régulation et de contrôle des assurances actuellement qui contrôle les sociétés d'assurance, qui vient vérifier si nous avons payé les sinistres qui nous ont été déclarés. Et si ce n'est pas le cas, les sociétés sont sanctionnées par rapport à ça. Je pense que ça, c'est un gage de garantie et de confiance qui est lancé également aux consommateurs des produits d'assurance. En gros, tu nous mets sur la piste de l'ARCA. Vous ne faites pas votre travail, allez chez l'ARCA et vous aurez une pression qui sera exercée sur nous, assureurs. Impeccable. Une dernière question pour Mamie. Pourquoi ce montant maximum de 4 000 $ alors que les clients peuvent épargner plus que ça? Le 4 000 $ vient d'où? On veut savoir. Ils veulent savoir. Les 4 000 $ viennent du fait que nous sommes une société de microfinance. La majorité de notre clientèle n'est pas dans de montants colossaux de 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. On dit bien microfinance. Donc, nous avons commencé avec là où nous trouvons la majorité de notre clientèle. Donc, nous avons commencé par là. Ce n'est qu'un début. Demain, peut-être nous allons augmenter et ça va aller avec ce que nous allons récolter comme résultat. Et c'est un début. Il y aura des améliorations, il y aura des réajustements, mais nous avons commencé avec un montant qui répond à notre base clientèle actuellement parce que notre moyenne actuelle est en dessous de 500 $. Ah, d'accord. Donc déjà, c'est bien ambitieux, les 4 000 $. OK. Ben, écoutez, il y a eu énormément de questions. Je vais clôturer avec une toute dernière question. Patrice, elle t'est adressée. C'est la question du directeur général du FPM. Es-tu prêt à y répondre? Je suis prêt. Et j'ai désactivé mon micro déjà. Mais sois spontané quand même dans la réponse. Hein? Alors, on a mis beaucoup d'espoir à l'ouverture de marché des assurances. Mais du point de vue client, le constat est parfois amer lorsqu'on compare les coûts de primes qu'on avait directement avec les assureurs internationaux avec ceux qu'on a maintenant, soit une augmentation de coûts qui est près de 40%. Comment analysez-vous cette situation et comment rassurer les clients qui ont vu leurs primes grimper de 40%? Souhaites-tu que je redise la question ou ça va? Non, ça va, ça va. Non, je pense que c'est un constat qui est fait, mais qu'il faut également nuancer. Vous savez, à l'époque, avant la libéralisation du secteur des assurances, lorsque les assurés au Congo souscrivaient directement leurs assurances à l'étranger, ils étaient soumis au paiement également de l'impôt mobilier, qui est de 14%. Parce que lorsqu'on prend une prestation de service à l'étranger, il faut l'impôt mobilier qui s'applique. Et il y avait des frais de fronting également, parce qu'il faut les payer auprès de l'assureur local par lequel ils passaient. Et puis un certain nombre de frais peut-être sur lesquels il y avait très peu de maîtrise. Aujourd'hui, les choses sont différentes. La prime d'assurance aujourd'hui, elle est composée de la partie prime nette, des frais dus à l'ARCA, qui sont de 2%, et également des 16% qui sont la TVA. Et il ne faut pas oublier que cette TVA est de toute façon récupérable. Donc, toutes les primes d'assurance que vous payez qui sont frappées de TVA, il faut savoir que vous pouvez récupérer
récupérer la TVA auprès de la DGI selon les mécanismes prévus en matière fiscale. Mais je pense que le coût de la prime, de toutes les façons, va aller à la baisse à un moment donné. Je me souviens qu'au secteur bancaire, que j'ai fréquenté à un petit moment dans un laps de temps de ma vie, c'est que avant, pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, il fallait mettre un dépôt de 10 000 $. C'était encore il y a moins de 15 ans. Aujourd'hui, on sait ouvrir un compte bancaire avec même 5 ou 10 $. Donc, ça veut dire que ça a évolué. Mais pourquoi ça a évolué? C'est parce qu'il y a eu un moment, un grand mouvement d'adhésion du public vers le secteur bancaire. Et c'est ça le challenge que nous avons aujourd'hui et qui nous implique tous, aussi bien les assureurs que le FPM également, pour sensibiliser le public à adhérer à l'assurance. Parce que je le disais au début de mon propos, c'est que l'assurance, l'intérêt de l'assurance, elle est incontestable. Tout le monde a besoin d'une assurance pour se couvrir. Il y a quelqu'un qui disait que la ville de New York, c'est l'œuvre des assureurs. Personne n'aurait construit New York sans qu'il y ait une assurance derrière, parce que qui monterait pour construire un gratte-ciel de cette nature-là sans assurance? Bref, il faut intégrer le plus de nombres. Plus on aura un pool d'assurés important, ça va se jouer sur la loi des grands nombres et les primes vont également aller vers la baisse. Voilà. Monsieur le directeur général, j'espère que la réponse vous a porté satisfaction. Elle a été ponctuée également d'un message et, je pense, d'un encouragement au soutien au secteur des assurances. C'est un plaisir pour moi de vous dire qu'en tout cas, la partie questions-réponses est clôturée, mais ça ne marque pas la fin de ce webinaire parce qu'à présent, nous allons passer à la partie où nous voulons que vous nous donniez votre avis. Ils sont intervenus, ils ont parlé de différentes thématiques, vous leur avez posé des questions, ils ont répondu à ces questions. Et on aimerait savoir qu'avez-vous pensé de ce webinaire de manière à nous aider, à nous améliorer ou simplement nous encourager. Le sondage est ouvert, vous pouvez y répondre, nous attendons vos avis. Nous avons donc 2 minutes pour y répondre, grand maximum. Alors, je vous sens très timide. Je me demande si les sujets, du coup, vous amènent déjà à vous projeter vers les actions à prendre. Je crois que Serge, Patrice et Mamie vous ont challengé. Honnêtement, ce serait intéressant d'avoir votre feedback et ça permettrait de pouvoir avancer et nous améliorer également. Alors, la tendance se dessine, mais que 30% de personnes ont déjà voté. Nous allons attendre au moins d'atteindre la barre de 70% pour que ce soit pertinent. Autrement, nous biaisons le résultat. Elle persiste. 60%. Encore 40% de personnes qui doivent voter. Donc, s'il vous plaît, nous vous encourageons à nous donner votre avis. Comme vous savez, c'est sur base de vos besoins que nous construisons au fur et à mesure des webinaires au fil des mois. Et c'est suite à vos retours que nous avons la force d'avancer et de mettre en place des contenus qui permettent de vous challenger également, de répondre à vos préoccupations. Nous avons atteint la barre de 70%. Dans 10 secondes, je vais clôturer le vote, du moins le sondage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À présent, je vais vous partager les résultats. Très clairement, chers intervenants, le webinaire, plus de 73% de gens estiment que le webinaire a répondu à leurs attentes. Oui, vous avez abordé des thèmes qui globalement répondaient à leurs préoccupations. Ils ont apprécié la qualité de vos interventions et je suis la première à vous remercier encore pour la qualité de la prestation. Très clairement, ces avis sont motivants, ces avis nous encouragent. Nous pouvons donc sereinement clôturer le webinaire en donnant la parole au FPM par le biais de Gabriel. Gabriel, à toi la parole. Ton mot de la fin, nous t'écoutons. Oui, merci Alexandra. Et je remercie tout le monde, les intervenants et les participants, pour la qualité des échanges que nous venons d'avoir. Évidemment, les échanges étaient très riches, donc ce n'est pas évident de résumer tout, mais on peut retenir quand même quelques points assez intéressants tout au long
long de ce webinaire, c'est que, évidemment, le secteur des assurances, composante du secteur financier, donc, a également été impacté. Et donc, les acteurs ont été touchés au niveau de leur capacité financière. Et donc, cela a eu des effets, des acteurs économiques, je parle bien, et cela a eu des effets justement sur les assureurs. Et au niveau des assureurs, l'impact a été à différents niveaux en fonction de la branche d'assurance. Hein. On a vu des difficultés, par exemple, pour certains acteurs de renouveler les assurances. Donc, il y a eu probablement des baisses de souscription, de ralentissement de déploiement des acteurs de l'assurance sur le territoire national, des suspensions pour certaines branches, notamment comme celle des voyages. Mais également, on a noté de l'engouement sur d'autres branches d'assurance. Et donc, comme mesure d'atténuation, on a noté que les assureurs se sont focalisés principalement sur les assurances obligatoires, qui sont une base relativement stable, mais il y a aussi une réorientation vers la nouvelle technologie. Alors, un autre aspect très intéressant qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il faut noter qu'une crise, quelle que soit sa nature, peut être une source de menace, mais également une source d'opportunité. Et donc, il est indispensable que dans ce contexte de crise, on maintienne une veille permanente du marché, autant pour anticiper les risques probables, mais également pour comprendre toutes les nouvelles dynamiques qui se mettent en place et pouvoir saisir les opportunités pendant et même après la crise. Et donc, en termes de perspective, il faudrait qu'on puisse tirer profit de cette situation de crise et propulser le secteur et favoriser ce qu'on appelle l'assurance inclusive. Donc, et pour ça, je pense que l'innovation est en plein. En tout cas, actuellement, avec un concept centré sur le client, hein, en créant également des partenariats à valeur ajoutée, des synergies entre les acteurs de l'écosystème financier et même en dehors. Parce que, comme on l'a vu, les synergies entre les acteurs de l'écosystème financier sont très importantes. Et donc, nous avons vu une bonne illustration avec le partenariat Fincaraut Sur. Ce partenariat, en fait, apporte une vraie valeur ajoutée aux clients et répond à un besoin réel au plan social. Et donc, nous encourageons d'autres synergies possibles, en tout cas, qui peuvent se mettre en place au niveau du pays. La banque assurance qu'on connaît déjà, mais un peu plus en termes de technologie avec les AssureTech. Et donc, comme je le disais, il faut aussi innover dans la conception des produits, utiliser la technologie comme un réel catalyseur. Et en termes de design, au niveau même des process en interne dans les sociétés d'assurance, justement pour garder une certaine efficacité. On a parlé de problèmes de primes, il y a aussi cette question de l'efficacité parce que c'est une répercussion en fait de l'inefficacité sur le client. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là et même en termes de canaux de distribution. Donc, il existe plusieurs modèles qui peuvent inspirer la RDC en Afrique ou ailleurs. Et je crois que nous avons la capacité et même la responsabilité d'imaginer justement des solutions adaptées à notre contexte national. Et donc, pour nous, il y a un impératif majeur, c'est vraiment de développer l'assurance vers une assurance beaucoup plus inclusive et qui faciliterait justement à toutes les catégories de la population de pouvoir répondre à ces besoins de couverture. Et donc, dans le slide suivant, nous verrons en fait que le FPM a mis en place un centre de compétences pour répondre à ce type de problématique. En fait, le centre de compétences produits spécialisés se focalise sur le développement des produits qui répondent plus ou moins à 3 critères. Peut-être le slide précédent, Alexandra. Les 3 critères sont en fait des produits qui sont relativement peu développés ou pas développés dans le secteur. Le deuxième critère, c'est que ces produits, en fait, leur commercialisation et leur développement nécessitent des connaissances techniques assez spécifiques qui sont relativement rares au niveau du secteur actuel tel que nous le connaissons. Et parfois des partenariats techniques qu'il faut nouer pour réussir cela. Et donc, parfois, les institutions financières seules ont beaucoup de mal à réussir à développer ce type de produit. Et le troisième critère pour nous, c'est justement ces produits contribuent à élargir la frontière de la croissance du secteur. Aujourd'hui, la plupart des institutions financières sont focalisées sur les mêmes acteurs, plus ou moins, les mêmes secteurs d'activité, les mêmes types de produits, alors qu'à travers les appuis du FM que nous mettons en place à travers ce centre de compétences, l'idée c'est d'inciter les acteurs à se positionner davantage en intégrant une réponse favorable à des marchés de niche. Évidemment, l'assurance n'étant pas une niche en soi,
mais vous verrez que la gamme de produits que nous mettons en place reste quand même des produits assez développés sur lesquels les institutions peuvent se positionner. Et donc, nous verrons dans le slide suivant les différents marchés. Donc, on a par exemple, en interne au niveau du FPM, on a développé une expertise pour répondre aux questions liées à la finance agricole, aux questions liées aux assurances ou à la microassurance, aux questions liées au crédit bail, au crédit habitat, au financement d'énergies renouvelables, etc. Et donc, globalement, pour clôturer ce webinaire qui est en fait une série, dans le slide suivant, une série de 4 webinaires que le FPM a mis en place. Et comme vous le voyez, donc la première sortie portait sur la réponse du FPM par rapport à la crise de la Covid. La deuxième portait essentiellement sur les questions de la finance numérique comme une donne incontournable pour les institutions financières et surtout dans ce contexte. Et donc, nous avons mentionné que le FPM a également un autre centre de compétences dédié à ces questions que nous avons appelé accélérateur des innovations technologiques. Le troisième était axé principalement sur les questions de la gestion des risques au lendemain de la crise. Et là également, il y a un centre de compétences spécialisé pour toutes ces questions de gestion des risques et de renforcement institutionnel. Et enfin, le quatrième plutôt dernier webinaire que nous avons mis en place, c'est celui lié aux assurances. Et donc, voilà. Et enfin, donc, nous clôturons cette série et vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur le site internet du FPM, www.fpm.cd, en replay. Mais notez que ce n'est pas la fin des webinaires du FPM. Le FPM reviendra très bientôt avec d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Et même avec, pour en tout cas le secteur des assurances, avec une formation qu'elle annoncera très bientôt en faveur du secteur des assurances. Et donc, il ne me reste qu'à remercier au nom de toute l'équipe du FPM, à remercier chacun d'entre vous, les intervenants pour la qualité et la pertinence des apports et les participants pour la qualité des échanges et surtout pour l'intérêt que vous portez à nos forums. C'est ainsi que malgré le contexte de crise, le FPM a tenu à rester fidèle à sa tradition d'organiser tous les ans des forums sur les questions majeures du secteur financier et sur les perspectives de développement. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi, Alexandra, qui nous a accompagnés et à toute l'équipe qui a contribué à la qualité de ces webinaires. Nous vous souhaitons donc bonne santé, plein succès et à bientôt sur d'autres thématiques. En tout cas, merci beaucoup à toi, Gabriel, pour la confiance. Je ne saurais que dire une chose. Vous l'avez entendu, vous avez écouté Gabriel. Certes, la série était de 4, mais les webinaires ne sont pas finis. Donc, restez connectés. Il y aura des nouvelles dans les prochaines semaines qui vont vous être adressées. Deux bonnes nouvelles, c'est que tout d'abord, nous n'avons pas oublié de répondre aux questions qui n'ont pas été posées lors du webinaire. Nous les avons notées. C'est aussi une surprise qui arrive. Les livrets sont presque clôturés pour les prochains et celui-ci. Tout sera compilé et nous répondrons aux questions posées dans le chat ou encore dans le Q&R après le webinaire. Deuxième bonne nouvelle, les replays des précédents webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube du FPM, sur le site web du FPM. Finalement, même sur les réseaux sociaux, on peut encore trouver des informations. Retenez en tout cas le YouTube et le site web. Et donc, si à un moment donné, vous avez eu un problème de perte de connexion ou simplement voulez vous réimprégner de la qualité de ce qui a été dit, n'hésitez pas, restez connectés sur ces différents canaux et vous aurez l'information. À moi de vous souhaiter une excellente journée finalement, ainsi que d'avance un excellent week-end. À vous ainsi qu'aux intervenants. Nous vous disons à très bientôt. Merci à vous et je dis bye. 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 Bye, au revoir.